Bonsoir et bonjour à tous. Et encore une fois, merci pour vos réactions, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et pour les différentes questions qui me parviennent et qu'à chaque fois j'essaie de reprendre dans les vidéos qui suivent ou de répondre pour ceux qui m'envoient un message privé. Donc on continue avec les minutes politiques. On est déjà au 11e épisode. L'idée, comme vous le savez maintenant, c'est d'aborder les notions politiques qui sont essentielles sur notre génération, des notions politiques qui sont, on va dire, les éléments de base qui vont constituer les sociétés de demain, et particulièrement en Afrique, au Congo, tout en utilisant, on va dire, un axe de réflexion différent, qui va être plus une interrogation qui va faire appel à de la spiritualité. Pour moi, ça s'appelle le judaïsme, mais ça ne va pas empêcher chacun d'entre vous ou chacun des membres de Mission Abisso d'être, on va dire, porteur d'une analyse différente, d'un message différent, parce qu'on estime que le secret des choses est de s'interroger différemment pour pouvoir proposer des solutions, on va dire, adéquates et nouvelles. Donc, on va continuer aujourd'hui avec, donc dans cette 11e vidéo, sur une question qui est essentielle, qui est un peu le fruit de mes récents voyages au Sénégal et en Afrique. Et on va rentrer dans la thématique et on va essayer de comprendre. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est quel islam pour l'Afrique? Quel islam pour l'Afrique? On va dire que la question paraît cohérente, logique, choquante. On va essayer plutôt de justifier comment on peut arriver à une telle question. D'abord, la configuration du Congo. Il faut savoir que le Congo est un pays qui est quand même relativement grand, peuplé de 80 millions de personnes. On a majoritairement des chrétiens, pour pas dire 90%, et on a une minorité de musulmans et une minorité de personnes qui pratiquent, on va dire, les religions tribales et d'autres qui sont, on va dire, dans la chrétienté, mais du côté de ce qu'on appelle les kimbanguistes. Donc, la question est de savoir que au nord du Congo, on a la République centrafricaine, pays au sein duquel on a assisté à une guerre fratricide féroce entre musulmans et chrétiens. À l'est du Congo, on va un peu plus s'éloigner du Rwanda. On a un pays comme le Kenya où sévit une milice qu'on appelle le Al-Shabaab, qui est une milice à l'époque financée par Al-Qaïda et qui prône, on va dire, l'instauration d'une charia. Ils sont déjà présents au Kenya un peu, beaucoup en Somalie. Et ils ont comme ça une tendance à vouloir arriver vers le gros morceau qui est le Congo. On a un peu plus à l'ouest le cas du Nigeria, où là-bas on a le Boko Haram, qui a aussi, on va dire, une prédisposition comme ça à s'étendre et à se rapprocher notamment des pays qui stratégiquement sont intéressants. Donc, en rentrant sur le Congo, on va avoir une mosaïque qui va être différente. Pour ceux qui connaissent un peu l'actualité diplomatique, l'actualité politique, vous verrez qu'au Congo, il y a cette spécialité, cette particularité, c'est que nous trouvons une société qui s'appelle Congo Futur, où le Trésor américain réussit à faire le lien entre les pratiques et on va dire, le fonctionnement de cette société avec le financement du Hezbollah. Donc, on a de là un lien entre une société Congo, on va dire congolaise fonctionnant au Congo qui réussit et un financement d'un parti ou d'un mouvement terroriste qui va être le Hezbollah. Et on a de l'autre côté un investissement iranien qui est très élevé, dans la mesure où l'Iran a investi massivement au Congo sur l'éducation, sur certaines constructions, et en échange de quoi certains vous diront, dont je fais partie, une certaine facilitation du trajet du nucléaire de l'uranium vers l'Iran. Et on a comme ça assisté à une éclosion, on va dire petit à petit en latence, de mosquées en France, non pas en France, au Congo, et aussi de la conversion de plus en plus nombreuse de nombreux Congolais sur Kinshasa ou les grandes villes. Et on a comme ça une mosaïque qui doit être comprise de deux manières. Il y a ce qui se passe sur le continent africain, et j'ai pas parlé de ce qu'on trouve notamment dans le Sahara et dans le désert, toutes ces tribus aussi
qui sont très expansionnistes au niveau de l'islam. Donc on a la situation au niveau de l'Afrique et puis on a la situation au niveau du Congo en soi. Et la question est, aujourd'hui, nous sommes un mouvement citoyen qui a vocation à devenir un parti politique, qui a vocation à provoquer une transition démocratique dans un pays, parce qu'on estime que le vote, ou entre guillemets l'élection, une fois qu'elle sera organisée, c'est la garantie pour le président sortant de gagner. Parce que prendre 2 ans et demi, presque 3 ans pour organiser des élections, veut dire qu'on essaye de mettre des situations en place pour y arriver. Donc, quand on y arrive, d'un coup, on organise des élections. Donc, je reviens à mon sujet. Si demain, on a cette nécessité de penser en tant que nation et que nous devons diriger un pays, il y a une question qui est essentielle, c'est l'harmonie des religions, le vivre ensemble. Et il est nécessaire que dans un pays comme le Congo, qui a été ravagé par des guerres depuis 20 ans, que nous trouvions les clés et les solutions pour ne pas tomber dans ce qui étaient les problèmes d'hier, mais qui d'un coup prendraient des postures ou un aspect comme ça politique ou religieux et très religieux ou politique. Donc je m'explique. En tant que personne qui ambitionne ou qui ambitionnons d'avoir un lien avec la direction du Congo demain, et je dis cela pour toute personne qui ait cette ambition, il faut avoir un projet de société cohérent. Je ne parle pas là d'un programme politique, je parle d'une vision sociétale où on peut réussir à faire vivre tout le monde dans un socle commun. Et dans l'actualité, on voit mondialement que l'islam aujourd'hui est une religion qui attire, est une religion qui interpelle, est une religion qui dérange, est une religion qui séduit. Et la question est de savoir quel est, dans ses aspects les plus, on va dire, contradictoires, dans ses aspects les plus contestables, quelles sont les choses que nous autres Africains, nous autres Congolais, devons construire, devons comprendre, devons mettre en place pour n'avoir que les bons côtés. Et pour cela, mon voyage au Sénégal a été une grande découverte, enfin pas une grande découverte, parce que je savais cela, j'ai vécu au Sénégal, mais a été une grande confirmation dans la construction de cela. En effet, on a tendance à voir deux fortes tendances islamiques dans le monde. On a les chiites d'un côté et les sunnites de l'autre. Et le monde, en fait, est dirigé, le monde musulman ou certains pays qui ne sont pas musulmans possèdent en leur sein soit des musulmans chiites ou sunnites. Et cette configuration crée parfois des tensions entre les deux groupes, mais on a aussi la conséquence qui est plutôt assez complexe, c'est que dès lors qu'on se trouve face à une branche qui va être très expansionniste, qui va décider en fait d'instaurer une charia dans un endroit, qui va décider de s'accaparer un endroit, tout de suite les problèmes s'accumulent pour les nations en question. On assiste à du terrorisme, on assiste à des agressions. Je ne peux pas faire ici l'étalage de tout. On le voit en France, on le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie, on le voit en Israël, et on l'a vu au Nigeria, on l'a vu au Darfour, on l'a vu en Somalie, on le voit en Centrafrique. Donc vous voyez que la question de l'islam est essentielle. Réussir à trouver la bonne dynamique est une donnée essentielle pour vivre en paix demain. Dans les écrits des sages de la Torah, il y a une notion qui est importante. Il y a la notion du vivre ensemble par le fait de ne pas être prosélyte. Souvent, cette phrase est raccourcie et résumée à son plus simple aspect qui est que ne pas être prosélyte, c'est qu'on ne cherche à convertir personne. C'est vrai, mais on va essayer de réfléchir d'une manière un peu plus poussée. L'idée de ne pas être prosélyte, c'est l'envie ou la volonté de faire comprendre à l'autre que peu importe la situation dans laquelle il se trouve, qu'il soit croyant ou non, qu'il soit dans un judaïsme ou non, qu'il soit dans autre chose qui serait ni une religion monothéiste ou une pensée, il a sa place telle qu'il est. Que la place de quelqu'un dans une société ou dans un vivre ensemble ne se définit pas par rapport au lien qu'il a avec moi ou par rapport à l'acceptation qu'il a de ma religion ou de ma pensée. Mais son existence simple en tant qu'être humain, en tant que personne, doit être l'élément suffisant qui me permet de le reconnaître en tant que tel.
L'idée de ce non-prosélytisme est ainsi, parce que pour ceux qui le savent, chaque année, il y a des gens qui se convertissent au judaïsme. Donc, le fait qu'ils viennent au judaïsme n'est pas dû au fait qu'on les a séduits ou qu'on leur a montré un aspect. C'est une démarche personnelle qui parfois a été longue et qui parfois a été contradictoire, soutenue, non soutenue par les proches, mais elle a été motivée de manière personnelle et intrinsèque. Alors qu'on a dans d'autres religions monothéistes cette possibilité d'aller justement sur le terrain, aller haranguer, aller expliquer, aller parler à d'autres personnes comme s'ils étaient, entre guillemets, moins parce qu'ils ne comprenaient pas comme nous, parce qu'ils ne faisaient pas comme nous. Et tout ça fait que l'Europe, pour parler de ce continent, a assisté à des transformations euh, colossales entre un christianisme qui était porté jusqu'à faire la Shoah, ou un islam qui peut aujourd'hui provoquer du terrorisme en plein concert ou en pleine rue de Paris ou de Nice. Il était pour moi important en tant que chef d'un mouvement citoyen, de construire et de savoir et de parler avec ceux qui ont une vision claire de l'islam et qui puissent, avec moi, que nous puissions échanger et trouver les clés. Les deux grandes branches dont j'ai parlé, qui sont sunnites et chiites, ne sont pas les seules branches de l'islam. Pour parler de l'Afrique et du Sénégal en particulier où je suis parti, j'ai trouvé un système différent, un système qu'on appelle, on va dire, l'islam soufi. Le soufisme est on va dire, un islam qui peut être considéré ou déconsidéré par les autres, mais qui a le mérite d'exister. Pour une raison, c'est d'abord cette nécessité d'intérioriser sa spiritualité. Cette nécessité de la vivre d'une manière intérieure et de la réfléchir, de la construire avec une connexion au divin. Dans un pays comme le Sénégal, qui est connu pour être la teranga, on va dire la terre de l'accueil, toutes les religions vivent en paix. Et toute personne qui soit politique ou militaire qui essaierait de déstabiliser cela en introduisant une forme de concurrence entre les religions serait tout de suite mis au banc de la société. Comment on est arrivé à ce niveau-là dans un pays dont on parle peu, mais qui aujourd'hui, en fait, c'est le modèle par excellence? Pourquoi? Parce que catholiques, évangéliques, chrétiens, juifs, musulmans vivent ensemble et même ceux qui ne sont pas religieux vivent ensemble sans qu'il y ait une menace ni sur la société ni sur leur personne. Donc il y a un islam soufi, un islam déjà qui, dans ce que j'ai vu au Sénégal, je ne dis pas dans ce qui va être sur son extension en Israël ou dans d'autres pays du Moyen-Orient, qui dans son existence sénégalaise, elle a besoin de situer l'Africain, d'expliquer à tout le monde que l'islam n'est pas étrangère à l'Afrique, que l'islam a aussi une part africaine, une part noire, qui doit aussi exister. Et cet islam-là que j'ai vu, que j'ai rencontré, que j'ai entendu, est un islam qui prône la paix. Non pas qui sous-entend qu'une religion est automatiquement un élément qui recherche la paix. Non, est un islam qui prône la paix. Premier exemple concret, j'étais assis plusieurs heures avec les plus grands dignitaires des confréries musulmanes, qu'ils soient Niassène, qu'ils soient Mouride, qu'ils soient Tidjane, pardon. On a à chaque fois j'ai eu chaque fois en face de moi des gens qui respectaient ma différence, des gens qui acceptaient le fait que je ne pense pas comme eux, des gens qui acceptaient le fait que je comprenne ce qu'ils étaient et que tout en comprenant ce qu'ils étaient, je faisais une place aussi, enfin, ils faisaient aussi une place à ce que j'étais. Cet islam-là qui est en horreur, qui est en horreur la violence, qui est en horreur l'intolérance, doit être la clé de demain. Parce que on ne veut pas, je ne veux pas, je ne souhaite pas pour le Congo assister à ce qu'on appelle l'importation des conflits. En effet, aujourd'hui, certains Congolais, certains Sénégalais, certains Sud-Africains, je ne citerai pas tout le monde, sont plus concernés par le sort de ce qui se passe
dans le conflit que les chiites construisent ou les sunnites construisent, plus que le problème ou les problématiques qui se passent dans leur pays d'origine. J'ai vu dernièrement de différents posts, j'ai vu dernièrement différents clips où des gens, justement, des Africains, sont en train de demander à tous ceux qui sont convertis à d'autres religions de revenir à une certaine rationalité, de s'intéresser à leurs origines et de ne pas considérer que le problème qu'il y a à Gaza, en Palestine, en Tchétchénie, ou je ne sais encore où, comme étant le principal. Pourquoi? Parce que on a aujourd'hui la possibilité, nous, autres Africains, nous, autres Congolais, de donner et de faire une place aux religions, mais d'une manière sensée. Ni dans ce qu'on voit en France, ni dans ce qu'on voit en Angleterre, ni dans ce qu'on voit dans d'autres pays, mais plutôt avec notre sauce à nous. Cette sauce-là s'appelle comment? Sauce africaine. Parce que premièrement, on a cette nécessité de comprendre que nous devons d'avoir une solidarité. Ce qui n'a jamais été simple pour l'Africain de se manifester, d'être considéré dans chacune des trois religions monothéistes. Même si aujourd'hui, on a dans les écrits les plus poussés du judaïsme des phrases, des mots-clés où le Harib Akadosh par exemple, dit, voilà, que Moïse, il a effectivement épousé une femme de couche. Ok. Mais pour certains, c'était une phrase difficile à dire, difficile à reconnaître. Si ce n'était pas le Akadosh qui le disait, on me prendrait même pour un prosélyte d'un judaïsme pro-africain. Donc, il faut comprendre que la nécessité du développement religieux dans les sociétés africaines doit passer par une volonté de paix, une volonté d'accepter l'autre. Pourquoi? Parce que derrière, premièrement, on est tous dans le même bateau. On est noirs africains et on a besoin de se faire connaître, reconnaître et accepter pour ce qu'on est et qu'on n'ait pas besoin de changer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que l'islam est la question essentielle de notre génération. Parce que on ne peut pas l'ignorer, elle est là, elle apporte une vision du monde qui plaît, mais il faut que cette vision du monde puisse être, entre guillemets, ancrable, mélangeable avec deux choses. La tradition de l'endroit où il se trouve, qu'elle ne vienne pas écraser cet endroit, mais aussi le respect de ce qui est différent. Et je dois le dire, j'ai vu, j'ai entendu et j'ai échangé avec toutes les personnes qui dirigent ces confréries au Sénégal et qui parlent d'un islam et qui ont des actions qui sont parfois étonnantes. Je citerai par exemple un monsieur Nias qui est capable d'aller faire un discours à l'EPAC et qui est capable de jouer un rôle tangible dans les discussions entre Israël et le Hamas. Voilà ce que peut faire demain l'islam en Afrique. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme pour l'islam, ça serait presque drôle, mais je suis en train d'expliquer que dans l'existence religieuse en Afrique, nous devons faire attention de ne pas importer ni la mentalité, ni la moralité des autres chez nous. Nous aimons vivre en paix, nous aimons vivre ensemble, nous aimons considérer l'autre même s'il n'est pas dans la même pratique que nous. Faisons attention de ne pas tomber dans cette surenchère de je suis mieux que, je fais mieux que. Je le vois encore quand je fais certaines vidéos, quand je parle de certains sujets qui sont parfois politiques, certaines personnes qui sont encore en train de m'attaquer sur mon choix du judaïsme, de m'attaquer sur le fait de parler de telle manière ou de telle manière. Libre à eux de faire ainsi. Mais nous autres, en tant que responsables politiques, nous devons savoir faire des choix. Et mon choix aujourd'hui est de dire, il faut que le Congo, notre pays s'inspire de la construction de la mosaïque des religions que le Sénégal a fait. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question qu'on reparte sur 2 décennies de guerre qui seraient cette fois-ci sur des raisons religieuses. Donc, c'était de manière introductive un peu les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quel islam pour l'Afrique? Un islam de tolérance, mais lequel? Le soufi. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses preuves. Parce qu'on a aujourd'hui des confrères au Sénégal qui ont des représentants dans toute l'Afrique. Et quand on parle de ces minorités qui font des dégâts au Nigeria, en Somalie, ce ne sont pas des personnes qui s'affilient à cet islam-là. Donc, je reste et je suis confiant que demain l'Afrique ne sera pas simplement le berceau des religions, elle sera aussi, entre guillemets, le berceau de l'acceptation de ce qui doit être une religion, à savoir un vivre ensemble
en laissant l'autre exister selon son niveau et selon ses différences. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres minutes politiques.